J'espère que vous vous portez bien en ces beaux jours de printemps. Je suis aujourd'hui avec Thomas Loubersan. Thomas Loubersan, qui est le numéro un IBJJF. On va vous expliquer ce que c'est sur les années 2018 à 2020. Très honoré de votre présence, Thomas. Bienvenue. Bonjour, Euh, merci beaucoup du, pour l'invitation. je vais peut-être vous laisser vous présenter le sport que vous pratiquez et expliquer un peu voilà, comment marche l'IBJJF, qu'est-ce que c'est, que les gens se rendent compte un peu de votre parcours. Alors le sport que je pratique et sur lequel j'ai été titré mondialement, c'est le jiu-jitsu brésilien. Après, moi, je le pratique d'une manière sans le kimono, ce qu'on va appeler plus en France le grappling. Donc, le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport où il y a le debout, comme la lutte et le judo. Et après, on va au sol, où il y a cette recherche aussi à immobiliser, par exemple sur des positions, c'est plus des prises de position pour prendre des points ou carrément d'aller jusqu'à la soumission, c'est-à-dire soit sous forme d'étranglement ou soit sur une soumission articulaire, clé de bras, clé de jambe ou autre. Donc il n'y a pas d'impact. C'est la partie de sol lutte qu'on pourrait voir dans le MMA, là où il y a des percussions. Donc voilà, c'est un sport, je trouve pour moi part dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir parce que se rouler bouler au sol, c'est un peu le côté ludique qu'on pourrait avoir enfant. Ça part un peu dans tous les sens. C'est très physique. Voilà, et pour moi très ludique. Donc après la fédération sur laquelle j'ai combattu, ça s'appelle IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Donc c'est la fédération internationale. Il y a plein de fédérations, comme parfois dans certains sports où on voit plein de petites fédés. Là, c'est la fédération la numéro une. Il y a il y a donc un championnat du monde. En numéro 2, il y a les Pan America, qui est un peu la Champions League comme au football. Il y a des championnats d'Europe. Et après, voilà, dans chaque pays, il y a le tournoi du pays. Donc, il va y avoir l'Open du Brésil, l'Open de France, l'Open voilà, dans tous les pays du monde. Et après, il y a aussi, comme il pourrait y avoir dans notre sport, un classement qu'on fait. Et là, là, c'est beaucoup plus au niveau du pointage, selon les points que tu fais sur les Open, sur les championnats d'Europe, Panamérica et Monde. Et là, tu peux être classé toutes catégories confondues. Et c'est là où j'ai été numéro un mondial sur 2 années. J'ai été classé numéro un adulte, toutes catégories confondues en ceinture noire. D'un point de vue très concret, c'est en accumulant évidemment la participation au tournoi et surtout la victoire ou à minima des podiums sur ces différents tournois Oui. qu'on accumule des points et à la fin de l'année, il y a un classement en fonction du nombre de points de chaque athlète dans les catégories de poids et de ceinture. C'est ça, c'est un cumul qui peut être fait pas forcément que sur l'année. C'est un cumul, bon, déjà les points de l'année, mais qui se font avec eux sur 2 années, sur je crois 2 années. Donc moi j'ai gagné les Panamérica, le deuxième plus gros tournoi au monde. J'ai gagné en Europe, j'ai été 2 fois champion d'Europe consécutif. Et après j'ai dû gagner une quinzaine de tournois au minimum en des Open. Donc j'ai gagné au Brésil, aux États-Unis, en Espagne, un peu partout dans tous les pays du monde. Donc voilà, chaque fois en plus j'ai gagné les championnats de chaque pays. Donc Donc il y a un en cumul à la fait, fin qui se fait. je ferai le parallèle avec le tennis, qui est un sport que les gens connaissent peut-être un peu mieux. Ce qui est impressionnant, au-delà de la victoire dans tel ou tel Open ou compétition majeure, c'est la régularité dans la performance. C'est ce qui va faire un bon classement à la fin de l'année, quoi. Et qui a fait de C'est vous ça. le numéro un mondial. C'est ça, c'est-à-dire que ça, pour certaines personnes, il pourrait être parfois confuse, on va dire. Il faut pas confondre le meilleur combattant du monde, déjà parce qu'il peut y avoir déjà plein de fédérations différentes où les règles changent et on peut être champion dans une fédération avec des règles et dans une autre fédération, être pas aussi bon parce que les règles changent. Comme on pourrait, reprendre ton exemple du tennis, être sur terre battue ou sur gazon. Donc déjà, on voit que selon les règles, ça peut changer les joueurs. Et après, voilà, c'est
parfois on pourrait regarder parfois on peut regarder qui est le meilleur entre lui et lui, le côté. Mais là, c'est différent, c'est la régularité de ça, le côté professionnel, c'est-à-dire de prendre en compte la préparation, les blessures, les voyages, les jet lag et la longueur, la régularité, quoi. Donc c'est là où j'ai été très fort, c'est-à-dire que savoir gagner, faire un coup, gagner un championnat d'Europe, un Panaméricain, c'est une chose, mais de savoir être sur plusieurs mois, sur une saison entière, être constant, c'est là où j'ai été très fort. Donc après, il y a certains qui vont regarder parfois, est-ce que c'est le numéro un et vraiment le numéro un? Non, c'est-à-dire que j'ai pas dit que j'étais le numéro un mondial dans le sens, tu vois, le meilleur combattant du monde. Par contre, si tu regardes sur un classement au point sur une saison dans la fédération, je suis celui qui a le combattu le plus. Je suis celui qui a eu le plus de régularité. Je suis celui voilà, qui a su prendre en compte. Tu es à l'étranger, t'es pas chez toi, mais tu gagnes. La semaine d'après, tu es en Espagne. La semaine d'après, tu es au Brésil. La semaine d'après, tu es au Mexique. Et tout ça, c'est des zones d'inconfort qu'il faut savoir gérer et qui sont parfois plus complexes que d'affronter un gars sur un tatami, checker la main et combattre. Moi, j'ai fait ça à 17 ans, c'était pas ça qui était complexe pour moi. Par contre, la régularité, comme on peut avoir en tennis, voilà, je sais pas, est-ce qu'un Federer ou un Nadal, qui est le meilleur? Mais parfois au tennis, on va regarder en fait la régularité avec le staff de celui quand il y a une blessure, est-ce qu'il sait éviter la blessure, est-ce qu'il sait revenir avec, ainsi de suite. Donc c'est des paramètres qui sont peut-être pas visibles pour le grand public, mais qui sont pas facile et très, il faut être vraiment bien encadré professionnellement. Donc moi là-dedans, j'ai été très très fort, on va dire. Mmh. Et la performance est d'autant plus grande justement que le jiu-jitsu brésilien, ou là en l'occurrence ce qu'on appelle le nogi sans kimono, Oui, c'est des sports assez embryonnaires quand même en France. On n'a pas une c'est ça. grosse culture et même un développement au niveau des staffs techniques, enfin qui s'étoffent hein, évidemment. Mais en tout cas à l'époque, même si vous étiez sûrement accompagné, vous aviez pas pour comparer le staff d'un Federer, quoi. Non, 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 mais en plus j'ai voyagé. Alors par exemple sur là où j'ai fait la majorité de mes points, je les ai fait en 7 mois. Ça veut dire que j'ai combattu 23 tournois en 27 semaines au niveau et partout sur la planète. Donc et j'ai pris sur ces 23 tournois, j'ai dû en faire 17 tout seul où j'ai pris mon sac. J'ai pris l'avion et je me retrouve à Chicago, à Orlando, à Las Vegas, à Rio, quoi, au Brésil, à Floripa, Australie, j'ai été partout. Donc j'ai fait par exemple ouais, 10, à peu près 17 tournois tout seul avec mon sac à dos. Donc ça m'a. Là, je fais une petite parenthèse, mais si on me pose la question, qu'est-ce qui t'a enrichi le plus sur les BJJF? Et j'ai envie de dire, c'est pas le trophée, c'est ces voyages tout seul qui m'ont appris en tant qu'homme à me retrouver seul, comme ce que dit DiCaprio, c'est-à-dire quand tu sais de l'autre côté de la planète et te retrouver à faire un resto à manger tout seul, tu te découvres, tu sais que tu peux vivre de grandes choses tout seul. Ça veut dire que, par exemple, après, quand tu as des gens qui arrivent dans ton cercle, tu sais que tu es bien toi-même, donc toute personne que tu mettras dans ton cercle, professionnel, amoureux ou autre, ben, tu le vis très bien, tu leur ajoutes parce que tu n'as pas peur de les enlever s'ils te conviennent pas, parce que tu sais être très bien tout seul. Donc par exemple, là je referme sur la parenthèse, ce défi BJJF à avoir voyagé sur toute la planète m'a énormément mûri, fait mûrir, quoi. Oui, bah c'est justement sur cette digression que je vais vous amener et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai une question par rapport à ça. Là, on voit que c'est un objectif qui est colossal, qui est au long cours, sur lequel il faut se projeter minimum. Vous l'avez fait en à peu près 7 mois plus, mais voilà, de longs mois, voire une année. Sur quoi on fonde sa confiance en soi pour atteindre un objectif majeur? Donc là, sur cet exemple spécifique, mais en règle générale, selon vous. Alors, bon déjà je pense qu'on le vit pas tous pareil. Moi, j'étais parti sur ce défi en me disant: «Je pense que le travail paye et de toute façon, en ayant le courage d'aller faire beaucoup de combats, quoi qu'il arrive, je gagnerai un minimum de matchs, donc je gagnerai un minimum de places dans mon classement, donc je ne peux qu'évoluer. En faisant, je ne peux qu'évoluer». Maintenant, je me disais: «Bon, je vais sûrement perdre quelques matchs», donc je me disais: «Mais de toute façon», quand j'ai démarré vraiment le classement, j'étais 43e, je me disais: «Si je rentre dans le 20, dans le 15, même dans le 10, ça serait chouette».
Après, je pense qu'il faut quand même y croire. Donc, je pensais vraiment qu'à travailler, je pouvais rentrer au top 10. Mais il y a tellement de facteurs, tu peux pas te dire vraiment avec certitude que tu vas arriver parce que tu peux avoir la blessure à un moment. Donc, moi, je me disais, oui, je vais tout faire pour y arriver. Mais c'est bizarre, j'essayais pas de faire comme si, avec une confiance hors norme, parce que j'avais pas envie de me détruire personnellement après si j'étais pas arrivé. Je fais beaucoup attention à ça aujourd'hui. C'est-à-dire que je sais à la fois me mettre tout le cadre et tous les moyens pour, avec une confiance aveugle, mais j'essaie pas de le vivre d'une manière, parce que si tu retombes trop bas. Je pense qu'aujourd'hui, j'essaye d'y croire, mais de me dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, la vie va me donner des surprises. Si je suis pas ça, c'est que la vie va me donner autre chose et il faudra que je trouve les solutions, que je m'adapte et que s'il y a quelque chose d'autre sur le chemin, ben, j'irai le chercher. Il faut avancer. Donc, mon premier truc, ma volonté, c'était d'avancer. Alors après, avec ça en ligne de mire, ma ligne de conduite est ce chemin-là. Maintenant, on peut pas tout maîtriser. Et je pense que c'est là où, quand on maîtrise tout, on vit pas les choses bien. Donc, à la fois, j'avais ça, mais à la fois, du coup, je me disais, je prenais week-end par week-end, tournoi par tournoi. Parce que dans mon passif, je savais que je pouvais être, tu sais, un tournoi sur 3, sur 4. Donc c'est la partie folle de ce projet, elle était, de me dire, «Putain, je vais être blessé à un moment», parce que c'est pour ça que j'ai combattu d'une manière complètement différente. Beaucoup moins visuelle, beaucoup plus, simple. J'ai joué le côté atypique sur la distance, sur la manière de combattre, sur l'intensité, le volume de travail, parce que je voulais me dire: «Il faut que mon corps, puisse encaisser une trentaine de matchs». Donc on peut pas combattre automatiquement de la même manière que si tu fais 3 matchs et que tu les fais à 300%. Donc le projet a été plus compliqué à vivre qu'un coup de poker où tu mets tout sur une date. Donc c'était un mélange, pour revenir à ta question, c'était un mélange entre je dois y croire parce que c'est ma ligne de mire arrivée au bout, mais c'était un mélange de je prends week-end par week-end et je me focalise sur ça, step by step. Parce que si tu te projettes trop loin, tu peux perdre déjà ce week-end. Donc voilà, c'était ça un peu mon ambiance. C'était quand je gagnais un tournoi, comme les trois quarts j'étais seul, j'avais même personne pour partager cette émotion. C'est-à-dire que quand j'avais sorti le tapis, je levais le bras tout seul dans mon coin, ouais, super, mais j'avais même pas ça, quoi. Je veux dire, au pire, c'était la photo parce que je voulais la balancer pour mes sponsors presque plus qu'autre chose, à dire voilà, mais j'étais déjà projeté sur le week-end d'après. Donc je crois que ma grande force était de pas avoir tout mis sur le truc final, mais de me dire allez, week-end prochain, allez, week-end prochain, allez, et ainsi de suite. Il y a plusieurs choses là qui sont super intéressantes. La première dont vous avez parlé au début, c'est que effectivement, vous vous êtes pas valorisé par rapport à vos résultats. Vous vous êtes dit, quoi qu'il arrive, bon, je connais ma valeur là en tant qu'athlète et en tant que personne. Je vais me donner au maximum et quoi qu'il arrive, ça me fera grandir. Et à côté de ça, vous avez également tronçonné votre objectif. Vous l'avez divisé en étapes, c'est ce que vous décriviez, Oui, là, tournoi oui. après tournoi, pour finalement ne pas perdre entre guillemets, peut-être en enthousiasme ou en implication au fur et à mesure, Je quoi. pouvais sortir que gagnant de ce challenge. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu es dans le grappling, je suis brésilien par exemple, si tu veux faire des coups durs, tu as des coups durs, des tournois très durs au niveau mondial, c'est-à-dire, voilà, c'est pas méchant, mais tu as des fédérations numéro 4, des fédérations numéro 3, des fédérations numéro 2, et tu as la plus grande fédération, comme tu peux avoir en boxe et autres. Bon, voilà, si vraiment tu te mens pas à toi-même et que tu vas chercher un gros tournoi qui est dur, souvent tu en fais un par an. Donc moi, j'ai fonctionné comme ça pendant quasiment 15 ans. C'est-à-dire que je faisais toujours quelque chose, l'étape d'après pour moi, le tournoi qui est difficile. J'allais le chercher. Mais le problème, c'est que c'est très dur à vivre parce que quand tu as pas beaucoup d'activités par an et que tu mises tout sur un tournoi, si tu le gagnes pas, tu es à l'ombre. Même au niveau du grand public, c'est-à-dire, pour que tu aies un effet miroir aussi, que tu as l'impression que tu es sur le bon chemin, tu attends pas les yeux du public pour ça, mais c'est quand même, le fait que tu aies une place dans ce milieu, la place au milieu des combattants, la place dans un public, de sentir que tu évolues, c'est ça aussi, il faut pas être tout seul dans sa grotte, que tout seul dans sa grotte. Mais donc à un moment, si tu fais un grand tournoi et que tu ne gagnes pas, par exemple cette année, tu te dis: «Ben, à l'année prochaine». Donc c'est à dire que tu es capable de passer 2 ans sans avoir vraiment validé toi de penser non, j'ai ce niveau-là, mais les gens le pensent pas.
Donc ça peut influencer que ce soit tes sparring, le regard des gens, ta femme qui a confiance en toi, tes sponsors, tes moyens. Et quand tu fonctionnes qu'un seul coup en année, tu n'arrives pas à montrer ta vraie valeur. Forcément, si tu ne gagnes pas. Alors c'est le poker, hein, si tu gagnes, voilà, si tu gagnes pas, eh bien on a l'impression que tu n'as rien à montrer sur la table. Ouais, en fait, Alors, il y a quelque chose de très trompeur ouais, à se baser uniquement sur un résultat qui soit formidable ou très voilà. décevant, en fait. Et malheureusement, comme l'être humain regarde que le numéro un, ne réalise pas, par exemple, au championnat du monde, si tu fais même un quart de finale ou un demi-finale, tu es monstrueux. Tu es monstrueux. Clairement, dans la planète, par exemple, un quart de finale, tu es dans les 8 mondiaux. Ah oui, Moi, c'est le, clair. moi, le dernier résultat, une de mes dernières défaites qui m'avait beaucoup et qui m'a fait partir entre autres sur ce défi, je fais championnat du monde, je perds à 10 secondes de la fin du match. Je suis en quart de finale et le mec il fait champion du monde derrière. À Ouais, savoir que j'avais pas eu forcément la bonne prépa, en plus je m'occupais plus de quelqu'un d'autre que de moi et ainsi de suite. Je fais 0-0 jusqu'à 15 secondes à la fin du match. Et là, je perds, c'est la vie, c'est comme ça, hop. Et je sors de là, et tout le sacrifice, toute la prépa, entre guillemets, même si c'était pas la meilleure des prépas que j'ai fait et autres, je rentre, j'ai fait le voyage, l'adrénaline, le truc, et je rentre, et elle a servi presque, t'as l'impression, à rien, on va dire, au niveau de ton milieu, ton professionnel et tout ça. Parce que les gens, ils s'en foutent, ils regardent que le champion du monde. Et j'ai dit, et moi, dans ma tête, j'ai fait, c'est ingrat, ça. Parce que je suis quand même, comme je perds contre le numéro 1 mondial, je suis numéro 5 mondial. Quand quelqu'un, ça se joue et contre le numéro 1, je suis à 0-0 à 10 secondes de la fin quand même, sur un match de 10 minutes. Donc je dis, c'est ingrat. Et j'ai dit, on arrive, c'est chaud parce qu'on n'est pas valorisé. Et je savais quand, du coup, quand je partais sur les BJF, le niveau que j'ai, quand tu es quand même top 5 mondial, c'est pour ça que je me dis, quand je vais faire le classement au point par le travail, c'est-à-dire par le nombre de volumes d'entraînement, je me suis dit, ça c'est intéressant parce que je vais le montrer par le volume de travail, je vais forger le respect. C'est-à-dire, si tu es 5 mondial, quand tu vas combattre, je vais faire un nombre de combats assez important. Donc, je vais arriver à montrer que je suis dans le top 10 mondial. Je risque de perdre un match, par exemple, tous les 7-8 matchs, tous les 10 matchs. Donc, je savais qu'automatiquement, j'allais mettre des points et gagner. Bon, en plus, là, j'ai eu la chance quand même que j'ai fait 31 victoires sur 32 matchs. Et la seule défaite, c'est un match volé. Donc, en plus, j'ai eu la bonne étoile. Mais c'est ça qui a été intéressant pour moi, où en fait dans ce tournoi IBG, dans le classement IBGF, je pouvais finir que vainqueur parce que il était par le travail. Voilà, il y avait qu'une chose que j'avais peur, c'était la blessure. Contrairement, par contre, quand tu as un coup de poker, comme on parlait tout à l'heure, si tu as un tournoi, ben, le jour J, tu es en forme, voilà, à part te blesser sur le tournoi, ben voilà. Là, j'avais 23 tournois d'affilée sur lesquels il fallait pas que je me blesse, en sachant que je prenais l'avion pour le Brésil un jour, pour le samedi d'après, j'étais aux États-Unis, le samedi d'après, j'étais en Espagne, le samedi d'après, j'étais en Australie. Donc, le jet lag était presque plus dur pour la fraîcheur physique et éviter la blessure. C'était beaucoup plus dur à gérer. Mais je savais que si je prenais step by step, à la fin, je me disais, voilà, je connais mon niveau, je vais être dans le top 10 mondial. Donc, c'était beaucoup plus intéressant hmm. à regarder ça. Et du coup, je me suis fait beaucoup plus connaître parce que si maintenant on regarde mes statistiques, eh bien, on voit que j'ai un gros travail. Par exemple, j'ai 250 minutes de combat sur 7 mois. J'ai 248 minutes, je suis dans mes positions, c'est-à-dire en lutte et top position au sol, c'est-à-dire dessus. Je suis un mec qui travaille plus de dessus que de dessous. Parce qu'au sol, on peut être très dangereux de dessous. Donc j'ai passé 248 minutes sur 250 minutes dans mes distances, dans mes positions, dans mon jeu. Ça veut dire que ils n'ont pas su m'embarquer dans leur jeu. Donc, au-delà de ça, 248 minutes sur 250 minutes dans mon jeu et dans mes distances, automatiquement, ça veut dire que ben, tu peux faire que des bons classements derrière. Oui, ça reflétait plus la valeur de votre travail pour faire le parallèle. C'est comparer contrôle continu pour un élève contre uniquement les résultats au bac, par exemple. C'est que C'est ça. si vous regardez l'évolution des notes au fur et à mesure de l'année, c'est beaucoup plus parlant a priori, puisqu'il y a eu plusieurs échéances sur le niveau de l'élève que uniquement une épreuve où effectivement s'il est tombé sur le bon sujet, vous par exemple la bonne opposition, vous faites un podium, vous avez votre 18 sur 20. C'est ça. Et c'est là où j'aime bien une expression, c'est-à-dire que je suis passé du contrôle à la maîtrise. Quand tu as un événement, tu veux tout contrôler, un peu trop d'ailleurs, et à un certain âge, on parle de lâcher prise. Donc je suis allé plus aller à la maîtrise.
C'est-à-dire que j'avais moins peur, comme tu pourrais avoir demain si tu as un seul examen, tu as peur d'être mal pour là. Parce que si tu l'as pas, tu es foutu. Alors que là, j'avais par exemple, à l'inverse, j'avais beaucoup moins peur de louper un tournoi. C'est pas grave. Si à un moment je suis fatigué, c'est pas grave. Il y Oui, en il a y aura d'autres d'autres derrière. échéances, ouais. Je vais arriver à montrer mon travail. Et c'était Hmm. ça qui était intéressant pour moi. Et est-ce que être seul face à ces objectifs, c'est ce que vous nous décriviez, vous partiez seul avec votre sac à dos pour la plupart des tournois, c'est une Oui, façon de s'imposer, d'assumer déjà son choix et aussi ses résultats. oui, tout à fait. Je pense que j'ai beaucoup plus mûri d'une manière, alors, 100 fois au-dessus, les tournois où j'étais seul, que les tournois où je partais avec une équipe, avec un club. J'ai peut-être fait ça 10, 15 ans avec des clubs et une équipe. Mais je pense que ce qui m'a fait mûrir le plus et prendre conscience sur beaucoup de valeurs, c'est quand je me suis retrouvé seul. Ah là, tu te retrouves face à toi. Donc effectivement, il y a des questions que tu te posais pas quand tu avais du monde. Et c'est des questions de la vie simple, hein. Le pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es là. Tu peux être vite diverti dans la vie quand tu as un entourage, quand tu es dans l'amusement et tout. Mais quand tu prends vraiment ton sac, tu es tout seul de l'autre côté de la planète et là, tu sais si tu aimes ça, tu sais Hmm. pourquoi tu fais ça, tu sais qui tu es, tu sais comment tu réagis. Alors que parfois, tu as beaucoup d'interférences avec les gens autour de toi qui peut te permettre de cacher tes peurs, de te camoufler ton toi-même, on va dire, tu vois, et de prendre l'énergie des autres. Et quand tu es tout seul, moi j'ai ressenti un phénomène de, de- du coup, de devoir accepter ce que tu es, tes qualités et tes défauts. Donc du coup, tu es dans une recherche de te connaître, et ça m'a fait énormément mûrir de ces voyages-là seuls, que ce soit les voyages seuls pour les camps d'entraînement ou les voyages seuls pour les compétitions. Euh, une des richesses de mon métier de sportif, ben, ça a été ces voyages seuls. Ouais, sans entrer dans la schizophrénie, ça a été une forme de parenthèse de prendre le temps de mieux vous connaître en fait. Parce que seul face à Entre vous-même, autres, oui. Oui, entre autres. Et après, il y a ces fameuses peurs qu'on peut avoir d'être seul, tout simplement une peur d'être seul. Et on se rend compte dans une société sur laquelle on est peut-être très regroupé au boulot avec plein de monde, dans l'école en classe avec beaucoup de monde, ainsi de suite. On sait peut-être pas vivre aussi seul. Et les premières fois, je pense que ça fait un peu peur ou on sait pas quoi faire ou autre. Et je pense qu'après, on y prend plaisir. Euh, D'ailleurs, souvent, on entend parfois des gens qui disent quand on s'est habitué à vivre seul, ça va être encore plus difficile à revenir avec le monde parce qu'on se rend compte qu'après, ben, t'es pas obligé de subir tout ça autour de toi. Tu peux aussi avoir cette sélectivité. Et je pense qu'à un certain âge, c'est une des qualités qu'on a avec l'âge de commencer à avoir cette arme-là, c'est-à-dire la sélectivité. Mais qui dit sélectivité, il faut développer une faculté d'analyse. Quand on est jeune, on réfléchit pas et on voit pas trop tout ça. À partir du moment où tu es seul, tu as plein d'éléments qui arrivent. Donc voilà, je pense que tu analyses, du coup tu choisis, du coup tu... Et je pense que ça aide à t'épanouir, à avoir par exemple le bonheur ou autre, parce que tu commences à mettre les ingrédients que tu veux dans ta vie. Donc je pense que c'est quelque chose de très important. Bon, moi, par exemple, aujourd'hui, je coach des jeunes. Je les accompagne sur les 5 premiers tournois. Et je sais que le sixième, ils le savent pas. Mais le sixième, je leur dis, bon, ben, tu vas là-bas et tu fais un tournoi. Ils me regardent, ils font, mais tu viens pas? Je fais non. Non, non, non. Là, tu dois y aller seul. Parce que je m'en fous que tu perdes ou que tu gagnes. Je veux que tu enrichis, je veux que tu ailles te découvrir. Voilà. Je veux que tu te connaisses. Et sur ce hmm. tournoi-là, on va s'en foutre de la victoire ou de la défaite. Tu vas t'enrichir sur tellement de profondeur que ça va te servir pour plus tard. Et tu en as besoin. Parce que au-delà de tes résultats sportifs, tu seras fort parce qu'il faut que tu sois un homme fort. Donc, je pense que la solitude est très importante. Il y a d'autres questions qui pourraient arriver. C'est, de toute façon, est-ce qu'on est vraiment avec les gens autour de soi, vraiment? Bon, voilà. Après, on sait que même aujourd'hui, être avec une femme, parfois dans la société d'aujourd'hui qui n'est pas celle d'avant, on est prêt à vivre en couple, mais on est presque, je sais pas ce que c'est, se séparent déjà au bout de 5, 10 ans. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment prendre beaucoup plus en considération aujourd'hui, c'est cette fameuse solitude, avec ce qui se passe actuellement sur les confinements. C'est quelque chose à prendre aussi en compte, là, cette fameuse solitude. Malheureusement, je dis pas que c'est bien ou pas bien, et ça dépendrait de l'angle, mais je pense que par contre, c'est quelque chose qui peut te donner aussi de la force si tu sais bien le prendre plutôt qu'une faiblesse, et de le vivre avec peur, Ouais, franchement. c'est ça, enfin, je partage plutôt votre analyse, c'est que la solitude est pas une fin en soi,
Mais effectivement, elle permet d'être seul à seul, c'est le cas de le dire, avec soi-même et de mieux se connaître. Et du coup, ne pas s'entourer ou ne pas participer à des événements uniquement parce que ça nous rassure et ça nous donne une identité ou ça nous donne de la valeur. Alors que quand on a appris à vivre avec soi-même, justement, on est sûr de ce qu'on vaut, même si ça n'empêche pas l'humilité, hein, mais on est sûr de ce qu'on vaut et on sélectionne effectivement ce qu'on fait et de qui on s'entoure dans la vie, ouais. Et quand tu es seul, est-ce que du coup tu vis pas beaucoup plus, comment dire, pleinement la chose? Quand tu es seul, il y a que toi. Tu vois, si tu as un plat et que tu es tout seul à le manger, tu vas bien le savourer, manière de parler en rigolant. Mais ce moment-là, tu vas le savourer. Parce que peut-être que tu es tu vois, avec plein de gens autour de toi, est-ce que c'est vraiment toi qui l'as partagé? Moi, je pense qu'il y a différentes manières de faire, il n'y a pas une vérité absolue. La seule chose que je ferai attention, c'est les extrémités, en fait. Dans la vie, ben, comme dans tout, il faut trouver une sorte d'équilibre et toujours les opposer. Mais par contre, l'extrémité, c'est compliqué. Si tu vis toute ta vie, tous les moments avec les gens, est-ce que tu as vraiment vécu un moment pour toi? C'est une question qui pourrait par exemple arriver. Et à l'inverse, si tu es tout le temps tout seul dans ta vie, est-ce que ça va pas être un peu dur et un peu triste? Est-ce qu'une valeur de la vie, c'est pas aussi le partage avec les autres? Ah oui, c'est un Donc je juste pense, équilibre, ouais. c'est un juste équilibre, c'est-à-dire que je pense qu'il faut savoir vivre, et je pense qu'à un moment, tu as beaucoup moins de peur et autres quand tu sais que tu peux décider de vivre les choses avec les gens et ou tu peux décider seul. Et là, il y a ce fameux truc dans la vie de savoir dire non, de savoir lâcher prise ou autre, mais à partir du moment où tu as pris une décision de toi. Mais si tu as peur et que tu t'es jamais retrouvé tout seul, est-ce qu'en fait, tu as vraiment pris la décision de toi, de te dire, tiens, je passe cette soirée avec les gens? Mais moi, comme je sais que je peux passer une soirée seule, si je décide demain d'inviter quelqu'un, c'est parce que je vais apprécier, parce que je l'ai invité vraiment. Oui, Sinon, je peux exactement. vivre tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et oui. je pense que c'est un peu pareil dans beaucoup de choses. Et moi, sportivement, quand j'ai eu ce challenge et j'ai fait le tour du monde tout seul, j'en suis sorti le plus épanoui, hein. Beaucoup plus épanoui. Oui, oui, c'est finalement aussi la variété des situations entre solitude et moments de partage qui font la valeur. C'est l'alternance en fait entre les deux qui font savourer la solitude ou le fait d'être entouré et de passer un moment en collectivité, hein. Par rapport à la préparation, Ouais. pour atteindre un objectif, quelle est pour vous son importance? Là où je veux en venir, c'est que très souvent, on est nombreux à avoir des objectifs et parfois pas forcément réalistes. Je vous dis n'importe quoi, quelqu'un qui est en surpoids de 60 kilos, qui veut les perdre en par exemple 2 mois alors que ça fait 35 ans qu'il est en surpoids. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, est-ce que en amont, il n'y a pas un travail de préparation et de jaugeage au niveau des objectifs? Quelle est l'importance de tout ça? Tu sais, quand tu fais quelque chose de très grand, tu sais pas vraiment la montagne que tu vas grimper. Tu vois, si t'es pas habitué. Si pour toi aujourd'hui Hmm. c'est un impossible, si t'as jamais monté l'Himalaya, tu sais pas en fait vraiment ce que c'est l'Himalaya. Quand tu l'auras fait plusieurs fois, tu sais ce que c'est. Donc là, on parlera de réalisme. Mais quand tu fais vraiment quelque chose, un grand projet, c'est pour ça que je te disais, je fonctionnais, j'avais une ligne de conduite, je savais où je voulais aller, mais je ne me mettais pas la pression parce que je l'avais jamais vraiment fait. Donc, je pense qu'il faut comprendre que l'outil, il est de repérer, de comprendre où est-ce que tu dois aller. Mais c'est ce qu'on dit, c'est le chemin le plus important. Donc, quand tu sais pas où tu vas, je pense qu'il faut plus se préparer à te dire, euh, je, je, je dois avancer. C'est remettre les priorités en fait. Un, du coup, ma priorité, c'est d'avancer. Et deux, je pense que, en tout cas, c'est beaucoup plus important de se dire quoi qu'il arrive, je vais m'adapter. Et je vais faire de temps en temps, comme une entreprise, une petite pause, un petit briefing. Parce que ça ne se passera pas comme je pense. Parce que monter l'Himalaya, c'est pas une ligne droite. Ça se passera, voilà, il y aura des embûches, il y aura des imprévus, il y aura un côté réalisme que je vais découvrir. Niveau émotionnel, ça va changer. Niveau fatigue énergétique, ça va changer. Niveau imprévu, ben, je découvre. Donc, moi, je pense qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est il faut développer une faculté d'adaptation. Oui, et Et pas cette forcément se mettre adaptation, de barrières, se limiter d'emblée, en fait.
Oui, parce que si tu poses sur un papier, tu établis ton projet, tu le prépares et tu marques tout sur un papier, tu as vite la vie qui va te rappeler, qui va te faire comprendre que ouais, c'est bien ton papier, ton établir le truc. Attention, il faut le faire, mais de croire que ton projet, tu l'as bien étudié, t'as fait un dossier à ta banque, tu vas Et que savoir tout que le va se jour où passer pareil, ouais. et que ça va se passer comme ça, t'inquiète mis les outils, si tu t'es préparé, tu vois. Mais la réalité, le jour où tu vas monter l'entreprise et que tu vas être sur le terrain, il y en aura une autre. Je pense que c'est quand même pareil. Donc, c'est lève-toi et quoi qu'il arrive, on trouvera la solution. Si demain tu montes une entreprise, tu vas dire, OK, et tu vas pas rester à dire, ah non, mais j'avais prévu ça sur le prévisionnel à la banque, je comprends pas. Mais là, c'est le mec à côté de toi qui va te dire, écoute, on est les pieds dedans, maintenant il faut se trouver, il faut se démerder, on y va. Là, on est dans le sujet, quoi. Hmm. Donc, je pense qu'il y a un facteur très important. Oui, il faut l'établir. Oui, il faut essayer de le repérer. Il peut avoir une préparation, que ce soit en étant tout simplement entouré de gens qui l'ont déjà fait, de gens expérimentés. Je pense que si tu as que des gens autour de toi qui ont jamais rien fait, ça va être dur à tirer des sources d'informations. Mais d'aller de plus en plus dans ce milieu-là, par les gens qui l'ont fait, de l'expérience, du renseignement. Mais à un moment, quand tu prendras le chemin, il faut être un peu freelance, quoi. Il faut être un peu aventurier, faut être, quoi qu'il arrive, c'est du challenge. Hmm. Il Et faut le relever. là, vous touchez quelque chose qui m'intéresse pas mal sur l'entourage. Vous disiez, il faut s'entourer de personnes qui l'ont déjà fait ou en tout cas qui sont dans ces sphères, dans ces niveaux de résultats. C'est vrai qu'on a tendance dans la vie à demander des conseils auprès des proches, des Oui, gens de confiance, mais finalement, en termes de compétences ou de vécu, qui sont pas forcément légitimes par rapport à la question. bien sûr, Il y a un bien sujet sûr. là qui me vient tout de suite, c'est l'immobilier par exemple. On va demander conseil à ses parents ou à sa sœur sur un appartement qu'on hésite à acheter, mais finalement ils y connaissent rien et on va se fier à leurs conseils sous prétexte que c'est certes des gens de confiance, mais ils sont pas forcément compétents pour nous entourer sur ce sujet. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu écoutes une personne, il faut quand même regarder la position qu'elle a, soit par exemple de sa connaissance technique dans le métier, ou soit si elle n'a pas de l'intention qu'elle a. Attention qu'elle ne vive pas de son expérience à elle plutôt que la tienne. Ou de l'intention qu'elle a bienveillante envers toi. Ou est-ce qu'elle n'est pas est-ce que c'est pas une limitation, tu vois, par exemple. Est-ce que c'est aussi, elle aimerait conserver la relation qu'elle a avec toi, elle serait pas prête à un changement? Est-ce que la personne à qui tu demandes un conseil souhaite, parce que quand tu as un grand projet, quand tu as des grandes choses à faire, automatiquement tu as du changement. Mais déjà, soi-même, ça fait peur le changement. Mais est-ce que les gens aussi autour de toi sont prêts à que tu changes et désirent que tu changes? Donc, voilà, Hmm. il y a plein de choses. Donc, l'expérience professionnelle, la relation qu'elle a, est-ce qu'elle se projette pas, elle, dans ton projet? Donc, du coup, ses limitations et autres. Et est-ce qu'elle voudrait pas aussi conserver la relation qu'elle a avec toi? Moi, par exemple, quelque chose que je fais aujourd'hui, je fais attention avec la femme avec qui je suis, ce que j'aurais pu avoir fait comme erreur avec la première maman voilà, la maman de mon premier enfant, c'est que quand j'étais quelqu'un de très combatif, avançant, aventurier, défi, tout ça, j'avais très très calme. Pour moi, trop. Mais c'était ma qualité, c'est ce qui me faisait mon équilibre. Et j'ai fait l'erreur de dire, ah, vas-y, viens, on voyage ensemble, on fait ci, on fait ça et tout. Et au bout d'un moment, j'ai voulu qu'elle devienne dans mon monde. Parce qu'on vivait ensemble. J'étais jeune. Et quand elle venait pas dans mon monde, je me dis, ah, mais elle est comme ci, comme ça me plaît pas. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, celle que j'ai aujourd'hui, je viens d'avoir un enfant il y a 15 jours, je me dis non, je l'aime pour ce qu'elle est et je la laisse dans son monde. Comme ça, quand on se retrouve ensemble, on est bien, mais je Hmm. vais jamais essayer de lui dire, viens dans mon projet, viens dans mon voyage, viens un truc, parce que est-ce que c'est pas moi qui la projette ou qui l'a fait se projeter dans mon truc? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, quand Ouais, tu très poses bien. les questions, effectivement, il y a un truc qui est très important, c'est est-ce que tu t'adresses à la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne intention? Est-ce qu'elle se projette dans ton truc? Faut beaucoup faire attention. Je pense que tu peux prendre les conseils, tu peux parler avec les gens. Ce qui va être important à prendre en compte, c'est la profondeur dans la manière dont tu l'écoutes et la profondeur dans la manière dont tu vas le considérer. Et ça va changer. C'est-à-dire que pourquoi prendre le conseil d'un mec qui n'a jamais combattu sur le combat? Donc soit tu avais tout simplement parlé, tu avais envie de te rassurer toi-même, mais il n'est pas compétent. Par contre, tu peux prendre peut-être un conseil amical, d'amitié. Attention, Thomas, il y a ça, ça, ok. Mais voilà, je pense qu'il faut parler à chaque chose dans le domaine. Maintenant, avant de parler avec une personne, est-ce que tu as déjà, et là en France, je trouve beaucoup moins fort qu'aux États-Unis par exemple,
est-ce que tu as déjà, c'est dur à ce que je vais dire, hein, parce que c'est pas comme ça la vie, mais est-ce que tu as déjà compris l'entourage que tu as? Est-ce que tu les as catalogués, manière de parler, tu vois? C'est pas le bon mot, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, en France, quand tu rencontres une femme, au bout de deux, t'as couché une fois, la femme est déjà, non, mais moi je fais que si je suis marié ou si ou là et tout. Et tu dis, non, mais attends, on se connaît même pas, je vais pas me marier avec toi toute une vie. Il y a un truc disproportionné, tu vois. Et vice versa, tu rencontres quelqu'un, le lendemain, il est déjà chez toi au milieu d'un salon. Le mec, tu le connais pas. Quand tu sais que dans la vie, tu as vécu quelques années, tu te dis, ben, il n'y a pas que des belles personnes, il y a des gens qui peuvent te trahir, te voler, te tromper ta femme, te prendre ton boulot, tout ça. Donc voilà. Et le problème, c'est qu'après, on ouvre trop d'un coup la porte ou trop d'un coup on la ferme. Non. Aux États-Unis, ça m'a beaucoup choqué au départ parce que je comprenais pas ce côté à compartimenter les choses. Mais à bout d'un moment, j'ai compris. Quand tu comprends en fait à qui tu as affaire et avec qui tu peux faire, c'est le meilleur moyen aussi de vivre ta propre vie, ton propre comportement à toi. Donc moi aujourd'hui, il y a des gens, je suis pas exigeant envers eux. J'ai compris avec, j'ai un ami, on se voit pas beaucoup, mais c'est un grand ami dans mon cœur. Il y a des gens que je vois régulièrement, mais que j'apprécie, mais j'aurai une profondeur, voilà, à tel niveau, pas plus, parce que ça méritera pas plus. J'ai des gens professionnels, j'aurai une grande considération professionnelle et en plus sympa, agréable. J'irai pas aller faire qu'aujourd'hui ce sera mon plus grand ami, parce que souvent c'est plus on se voit, plus t'es mon meilleur ami. Non, ça veut pas forcément dire ça. C'est de même au boulot, il y a des gens que tu vois tous les jours, c'est pas pour ça qu'ils sont tes meilleurs amis. Bien Donc sûr. voilà, aujourd'hui. Je pense qu'un truc qui est très important, c'est de compartimenter les choses et de comprendre. Donc, du coup, les conseils, quand tu sais qui est quoi et comment, tu vas mieux te dire qui j'écoute et pourquoi. C'est ça que je veux dire en résumé. Tu Ouais, vois? faut relativiser en fait de qui on reçoit le conseil, quoi, en Ah fonction oui, des questions posées. tu pourrais finir sinon au bar d'un PMU et avoir tous les discours du monde. Ouais, recevoir les conseils de tout le monde, ouais, c'est C'est clair. ça peut aller très vite. Mais maintenant, attention, faut pas s'isoler aussi. Il faut parler. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il est pas forcément compétent que tu peux pas parler avec, mais tu le prendras à une certaine ampleur, la chose, tu vois. Hmm. Et après, tu prends les informations et t'es toi-même ton filtre à te dire, OK, j'ai écouté ça, ça peut être intéressant, ça peut être pertinent. Il peut me surprendre par un angle, par une vision des choses. Oui, oui, une Maintenant, vision peut-être plus objective, parfois voilà, c'est rafraîchissant aussi, ouais. voilà, et tu filtres un peu les choses et tout. Et après, de l'autre côté de ça, par rapport à ce que je parle, tu as un filtre le juge, on va dire, qui va taper la sentence, c'est ta petite voix. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, quand il y a un tribunal, parfois, quand j'entends des gens qui parlent la vérité absolue ici et là, moi, souvent, je dis un truc, c'est tout con. Je dis, vous savez, quand on passe devant un juge, il y a deux avocats. Et les deux avocats, ils plaident pour eux la vérité. D'ailleurs, tout le monde pense avoir, l'un comme l'autre, il fait tout pour avoir un dossier qui pense avoir le bon, manière de parler. Et c'est que le juge qui va, qui va séparer les Départager, ouais, choses, ouais, départager la chose. Et encore, attention, même si il y a la vérité qui tombe, et encore attention, parce que ça dépend le juge. Parce que ça peut même changer. Donc, quand il y en a un qui te dit oui, mais tu vois, là, le juge, il a dit ça, c'est ça la vérité. Non. Tu aurais bien notre juge, ça aurait été autre chose. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des Et positions et ainsi de suite. Donc, tu vois, il y a un truc qui fait que, moi, il y a un truc que je vais écouter, c'est ta petite voix. Ça peut être le juge. Et encore, ta petite voix, est-ce que tu sais l'écouter? Est-ce que tu as des expériences du fait que très souvent, elle te donne des bonnes, des bonnes réponses, mais parfois elle te trompe. Est-ce que tu as su la sentir, tu vois? hmm. Parce que dans la société d'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui sachent écouter sa petite voix, Ouais, manière et de parler c'est des vrai choses. qu'il faut une certaine confiance en soi aussi pour, au final, après tous les conseils reçus, se faire confiance pour trancher, justement. Et ouais, parce que ta petite voix, elle peut aller en contradiction avec ce que les gens disent autour. Oui, Donc, et est-ce vous que tu as le pouvez avoir raison. caractère? Enfin, elle peut avoir raison Eh, sur les conseils qui ont un autre son voilà. de cloche autour, Et on quoi. le voit au jour d'aujourd'hui depuis des années et des décennies, la majorité, ça peut être un outil trompeur ou de manipulation ou autre. C'est-à-dire que la majorité, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et parfois, tu as quelque chose qui régule. Ça veut dire, tu as, un fou qui pense complètement différent, mais c'est important d'avoir que quels que soient les domaines, d'avoir quelqu'un qui amène la réflexion avec une contradiction. D'ailleurs, un enfant très petit, c'est le fait de s'opposer par le caractère ou autre aux parents qui fait qu'il crée sa personnalité. Donc c'est l'opposition qui fait que tu te positionnes et que tu cherches. Donc je pense que il faut prendre en conclusion sur ta question tous les conseils entre guillemets autour de soi d'une manière à bien comprendre qui est quoi et pourquoi. Et à la fin, ça ne veut pas dire
que tu n'es pas décisionnaire de ta décision avec ta petite voix. Voilà. Ouais, très clair. Et vous parliez d'isolement tout à l'heure. Ça me Oui. fait penser à comment en fait on peut persévérer, mais pas non plus prendre la grosse tête en fonction des résultats positifs obtenus sur la route. Parce que c'est vrai que à mesure qu'on réussit ce qu'on fait, on peut tomber dans l'écueil qui est de se dire finalement, voilà, j'ai toujours eu raison, je le démontre par mes résultats, et on finit par avoir des œillères et plus écouter. Mais aujourd'hui, on le voit, on sait que les médias, c'est une puissance énorme, mais qui n'est pas forcément la vérité. Ça peut être un grand outil de manipulation ou trompeur et on peut s'y perdre. Dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, tu prends Paris, je te donne un exemple, tu es le meilleur de ton club. Donc le club, automatiquement, il y a un peu ce truc: «Oh mon club, c'est le meilleur que des clubs de ma vie», donc Paris. Mais Paris, c'est la capitale de la France, donc je suis le meilleur de France. Mais la France, comme c'est un des meilleurs pays d'Europe, donc tu prends un raccourci à te dire, «Je suis meilleur de mon club», bah, du coup des meilleurs clubs, mon club, c'est le meilleur de Paris, donc du coup de la France, tu dis: «Ouh, ton raccourci, il est un peu rapide». Mais derrière ça, tu as des médias, pour peu que tu es à Paris et tu as 2-3 personnes qui eux tiennent des journaux et tout, ils te mettent à la lumière. Donc tu as un tunnel très court. C'est-à-dire, d'un coup, tu deviens le meilleur de ton club, donc du coup, tu as presque l'impression d'être le meilleur d'Europe. Parce que meilleur de France, la France, c'est un des meilleurs, 3-4 meilleurs pays d'Europe. Donc tu as déjà l'impression que tu es déjà dans les 4 meilleurs d'Europe. Ça, parfois, c'est attention, hein. Attention. Et moi, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'étais isolé toutes mes années, tous les 3 quarts de ma carrière, j'étais à Toulouse. Donc, j'étais caché de la lumière. Ça veut dire que je suis resté dans le travail de nombreuses années. Alors, quand j'ai eu mon palmarès à la fin, aujourd'hui, je vais beaucoup plus vers la lumière pour montrer ce que j'ai fait. Mais par exemple, si on regarde Khabib en MMA, il a été à la lumière que sur les 3-4 derniers combats. Le mec est à 29-0. Oui, il venait Et du fin aujourd'hui, fond du Daghestan. Oui, mis voilà. à part les gens qui s'y connaissaient en MMA et Sambo, ils le connaissaient pas. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, je vais exagérer, mais fais-lui 20 combats à la lumière, je suis pas sûr qu'il fasse 20 victoires. Parce que du coup, sur les épaules, il a beaucoup de pression. À être à l'ombre, c'est très très bien. Ça veut dire que t'as pas ces turbos d'attente, de médias, de responsabilité, du coup de stress et de tout ce qui peut arriver. Donc attention, la lumière peut aussi te faire dérailler ton travail. La Hmm. sérénité en combat est très importante. Et on le sait que les réseaux, les médias peuvent te dériver. Et en plus, même si tu dis non, mais je sais ce que je fais quelques trucs, je fais attention à la lumière, tu peux être le propre acteur de ton théâtre, en fait. Tu peux devenir le propre, à vivre ton rôle. Tu vois. Par exemple, tu fais un truc d'avocat, tu plaides un dossier, tu vas mettre ça et ça parce que l'avocat, tu dis, il faut mettre ça. On sait que vous l'êtes pas, mais on va plaider ça et ça parce qu'il faut le dire devant le juge. Mais le mec a fait le dossier. Au bout d'un an ou deux, le dossier, il dit ouais, mais tu vois, il y a ça, ça. Donc il le vit. Et au bout de 2 ans, le mec, il va vraiment dire non, mais il y a ça dans le dossier, je vous dis que c'est ça. Et t'as l'avocat, si t'as pas l'avocat qui te dit, mais monsieur, je vous rappelle quand même qu'on l'a mis juste pour manière 2 sur le dossier, mais vous l'êtes pas vraiment quand même, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Et très bien. Ouais. on vient le propre truc. Donc les médias, c'est ça qui peut se passer, c'est-à-dire que c'est un outil qui est pas simple. Ouais, trompeur. Donc, Hein. donc, donc là, je reviens vraiment purement sur la question. Je pense que l'isolement est un bon moyen de rester toi-même, en fait. Maintenant, il faut de temps en temps aller vers les gens, il faut aller vers l'extérieur et Hmm. tout. Mais C'est encore un équilibre comme tout à l'heure là, dont on parlait. exactement. Mais je te pose une question. Est-ce que tu penses que tu resteras toi-même plus facilement en étant isolé ou plus facilement en étant au milieu de tout le monde tous les jours? Ah bah beaucoup plus facilement isolé il y a pas le regard des autres C'est ça. et toutes les démarches qu'on peut avoir par rapport à satisfaire, répondre aux codes C'est ça. des regards extérieurs. Ouais. Oui, parce qu'après, il y a tous ces codes de société qui arrivent. Donc, le regard, plein de choses, quoi. Ouais, plein de choses. Et vous parliez d'adaptation tout à l'heure, Oui, et cette notion m'intéresse parce que je suppose que pendant ces mois et ces différentes années là de compétition, vous structuriez quand même votre quotidien alors que vous vous adaptiez. Donc, comment vous faisiez, quelle est l'importance des rituels pour performer, justement? moi, au feeling. Non, je marche beaucoup au feeling. C'est-à-dire que ma manière, ce qui est structuré d'un côté, c'est-à-dire, c'est mon projet. C'est-à-dire que quand j'ai fait championnat de France, je revenais pas le faire. L'étape suivante, c'était l'Europe. Après l'Europe,
c'était le monde, l'international. Et l'international, c'était par exemple au Canada. Après le Canada, c'est les États-Unis. Après, je suis allé à la fédération numéro 2, numéro 3. Après, je suis allé à la fédération numéro 2. Et après, je suis rentré à la fédération numéro 1 IBJJF. J'avais quand même ce côté structuré. Maintenant, le côté déstructuré, complètement libre, à adapter, c'est-à-dire, quelle année tu vas être champion du monde? 2024 ou 2028? Au fond, on s'en fout. C'est-à-dire que s'il faut que je prenne plus de temps ou moins de temps, c'est pas grave. Mais je me focalisais sur ma prochaine étape. Et à l'inverse, je me levais tous les jours. Je crois qu'il n'y a pas de secret comme tout le monde. Le quotidien, plus un. J'ai jamais eu le meilleur programme de préparation physique ou autre. Mais par contre, j'avais un état d'esprit à me lever tous les jours à faire mieux que hier. Voilà, c'était ça mon truc, mieux que hier. Et hier, pourquoi j'ai pas bien fait? Hier, pourquoi j'étais pas bien sur ça? Ok, aujourd'hui, je vais me focaliser sur ça. Il y a toujours résoudre le petit problème que j'ai devant moi, mais juste devant moi. Par C'est ça, c'est contre, que plus je vous écoute et plus j'ai l'impression que la force de votre réussite, en tout cas, et effectivement, on est un peu tous différents, mais vous concernant, c'est que vous vous êtes systématiquement focalisé sur des objectifs court terme, mais ceux-là, ouais, à fond, une implication à 100%, quoi. exactement. Tous les projets, c'est vraiment à court terme devant, par contre, avec une très grande implication. Mais une fois qu'il est fait, c'est à ce moment-là que je sais que je dois passer, que j'établis mon projet à moyen terme et qui va m'aider à mon long terme. Mais moi, mon projet à Hmm. long terme, il a jamais été d'être champion du monde. Mon long terme, il était ma thérapie. Et il est là mon vrai projet, d'être heureux. Et le jour où je vais arrêter la compétition, c'est parce que je suis heureux. Par contre, l'implication à court terme, l'outil, c'était les compétitions sportives. Quoi, c'était le sport. Le moyen terme, c'était toujours les défis dans 2 ou 3 mois. Et d'ailleurs, mes premières années, c'était un gros tournoi ou deux par an. Et à la fin, j'ai voulu montrer par le volume de travail que j'expliquais tout à l'heure. Mais mon projet à long terme, je n'ai jamais eu. Je l'ai fait, tu sais, je pense qu'on le fait tous, un homme, un moment, quand on veut établir le projet, on prend une feuille, on a entendu qu'il fallait établir à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais à long terme, j'ai jamais vraiment su y répondre, en fait. Parce que je me suis jamais voulu être champion du monde, ou j'ai jamais vraiment, je te jure, par contre, à court terme, je savais toujours ce que je voulais faire, mais tout le temps. Hmm. Et comme tu dis, j'avais une grande implication. Même là, aujourd'hui, je m'occupe du camp d'entraînement de Karlamoussou, je m'en occupe comme si c'était le mien. Parce que j'ai décidé de m'impliquer, donc je vais tout faire pour qu'il soit satisfait. Voilà. Hmm. Mais dans ce projet à aide à Kalamoussou, j'ai pas de long terme. Tu vois, j'en ai pas de long terme avec lui. J'ai pas d'intention. Je cherche pas à avoir de l'emprise sur lui ou à faire quelque chose de businessment parlant dans le futur avec lui. Non. Le moyen terme, c'est-à-dire que si ça se passe bien et on le verra en travaillant ensemble, et s'il me redemande un camp et que c'est bien passé et que j'aime en plus l'humain et tout ça, je repartirai dans l'aventure. Donc Ouais. il est là à peu près ma vision des choses. Hmm. Mais le long terme pour moi, c'était on est heureux quand le travail comme le fameux truc classique, on dit j'ai pas l'impression que je travaille parce que j'aime faire ce que je fais. Donc l'implication au présent, j'aime, donc et j'en ai besoin, je le vis à 100%. Et au fond, mon projet à long terme, je sais pas ce que c'est, mais j'y prends le bon chemin. Je suis de plus en plus épanoui. Donc Ouais, voilà. ce qui est intéressant dans votre vision, c'est que on a tendance, voilà, avec tout ce qui est coaching mental, etc., à se dire qu'il faut avoir un point de mire assez lointain et après poser les jalons, faire des étapes. Alors que vous, j'ai l'impression que c'est plutôt des objectifs court terme avec de l'implication et le moyen long terme ne sont que des conséquences de cette accumulation de travail et d'amélioration progressive. Ouais, et j'aime bien laisser une chose à ce moment-là, là, ce que tu dis, sur le moyen terme, j'aime bien laisser ce truc de on peut pas maîtriser la vie, et la vie, s'il te plaît, surprends-moi. Tu vas me donner de la matière à travailler, tu vois. Alors, dans le manière de Hmm. s'il te plaît, c'est manière de rigoler, mais à un moment, alors gentiment, tu vas dire vas-y, donne-moi de la matière à travailler, et je repars à court terme à fond, tu vois. Ou malheureusement, les choses de la vie un peu tristes, il y a quelque chose qui tombe, et bon, ben, il va falloir réadapter. Mais que ce soit positif ou négatif, je pense que de toute façon, le long terme, c'est très compliqué parce que la vie te donne des étapes sur le chemin. Oui, oui, Donc, qu'on pouvait pas prévoir. Donc, au voilà, moins le court terme, comment dire, on a peut-être plus d'influence dessus. c'est ça. Et donc, du coup, moi, j'aime ça. J'aime me dire, quand il y a quelque chose, je rebondis. D'ailleurs, dans ma vie, quand je regarde mon analyse en arrière, si je fais un briefing, j'ai eu pas mal de bonnes décisions, en fait, dans des moments où tu aurais pris 10 personnes, ils n'auraient pas pris cette décision-là. Et chaque fois, j'ai fait.
le comportement que personne n'aurait fait, et en tout cas à moi, il m'a très bien servi. Parce que quand je fais le bilan de ma carrière, j'ai à peu près 250 combats, je dois avoir 235 victoires. Je suis le seul Européen à avoir gagné les Panamérica. J'ai gagné 2 fois le championnat d'Europe d'affilée sur des catégories de poids complètement au-dessus, 2 4 au-dessus et 3 4 au-dessus. Je finis numéro 1 mondial par IBJF, et surtout, au-delà de ça, c'est la manière dont je l'ai fait, c'est-à-dire 31 victoires sur 32 matchs, ainsi de suite. Je te dis, ouah, demain je voudrais le refaire, il y a un mec qui me mettrait sur la table 30 000 euros, Thomas, tu le refais, je le prends pas le pari, hein. Je ne le prends surtout Hmm. pas, Ouais, parce que ouais. je sais que je le gagnerai pas. Parce que c'était tellement spontané et c'était tellement sur le projet à court terme que maintenant, si tu me dis, il faut le refaire avec... non, j'ai eu une lecture aléatoire qui a fait que j'ai créé ça. Maintenant, de croire que tu me donnes l'argent, je rétablis ce projet, je te refais 31 victoires sur 32 matchs là, moi je pense qu'il n'y a personne qui peut le refaire. Mais vraiment, personne. Ouais. Et moi, Hmm. je le prendrai pas. Moi-même, je le prendrai pas le projet. Et justement, en ayant atteint cet objectif qui est exceptionnel, hein, clairement, les Anglais ont une expression, on dit It's lonely at the top. Donc, que, en fait, une fois qu'on est au top, justement, c'est la solitude un peu du champion. Euh, J'aurais aimé avoir votre avis là-dessus, au sens où, en tant que champion, on est passé par des choses que les gens n'ont pas forcément vues et c'est là où ça va commencer à parler en positif ou en négatif d'ailleurs. Et on peut Oui, peut-être sentir une forme de distance où on a l'impression que les gens ne comprennent plus ce qu'on vit, ce par quoi on est passé pour atteindre ces résultats-là, quoi. je pense que quoi qu'il arrive, tous les jours quand tu vas te lever et tu vas sortir de ton lit, tu as un disque dur et tu as des informations qui vont s'enregistrer. C'est-à-dire que tu vas ouvrir ta porte, tu vas descendre, il va se passer des choses. C'est à toi de décider ce que tu vas en faire. Si même tu restes enfermé dans ta pièce et que tu restes chez toi, tu n'as aucune information extérieure qui va rentrer, mais même chez toi, à rester enfermé, quoi qu'il arrive, tu peux te déprimer ou être chez toi très heureux, tu mets de la musique, tu t'éclates, tu vois. Je veux dire, tu es maître de ce que tu vas décider de faire. Donc, je pense pas que tu montes le chemin tout seul pour aller en haut. C'est savoir s'armer. Tu es le résumé des 10 personnes que tu es autour de toi. Si t'as pas 10 personnes concrètement qui te conviennent dans ton projet, je veux dire, si t'as pas dans tes amis un avocat, tu seras pas le plus grand avocat. Voilà. Maintenant, tu n'as pas besoin de 10 amis avocats. Parce que sinon, tu seras trop. Il te faudra un ami de cœur, il te faudra quelqu'un qui te sort de ce milieu-là, mais il te faudra 5 gros avocats pour être demain, prétendre être pour avocat, parce qu'il faut que ce soit majorité ta vie. Mais quand tu es en haut, tu as une solitude, oui. Tu as une solitude parce que, mais c'est grâce à ces gens-là. C'est ces gens-là et ces gens-là. C'est ce cadre-là que tu t'es mis, c'est la vie que tu t'es positionné, à la fois seul et à la fois un bon entourage qui te permet d'aller monter cette montagne. Mais effectivement, quand par contre, à la montagne, tu es seul. Ce serait comme, comment te dire, comme là, par exemple, je viens d'avoir une naissance d'un enfant. Le chemin, il y a eu la famille de ma femme et tout ça, et mes amis autour de moi. C'est un beau chemin. C'est-à-dire que ce moment-là est beau parce que je l'ai partagé avec ma femme, je l'ai partagé avec tout le monde. Tout. Mais au final, au moment où le bébé est sorti, il n'y a personne de l'entourage qui aura vécu cette émotion de la même manière que j'ai vécu que ma femme et moi. Et même moi, je pense que je l'ai pas eu, alors que je l'ai eu très forte et j'en ai pleuré. Même moi, je l'ai pas vécu que de la même émotion, l'intensité de ma femme qui, l'enfant est sorti de son ventre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, c'est ça, ce qu'on parlait tout à l'heure. Il faut savoir à la fois vivre avec les gens, mais à la fois, il y a une solitude. Il faut pas avoir peur de la vivre seul. Et c'est pas forcément égoïste ou autre. Mais ce que je veux dire, mes amis, il y en a quelques-uns qui m'ont souhaité, qui m'ont fait des gestes. Et j'ai eu des centaines de mots positifs et ça m'a énormément touché. Mais au fond, même moi, si j'étais un ami, est-ce que je sais cette personne, quand l'enfant est arrivé et a accouché et a pleuré, ce qu'il a vraiment vécu? Non, tu es tout seul. Tu vois. Donc, c'est pareil un peu dans le championnat du monde, c'est-à-dire ma victoire, il y a des jaloux, ou il y a des gens qui sont très heureux pour moi et qui m'ont aidé même, mais au fond, la vraie émotion de ce que j'ai eu à ce jour-là, c'est moi-même. Et j'ai même envie de te dire, c'est quelques années après que j'ai vraiment compris ce que ça. Il y a eu la joie, l'instant T, et je me rends compte qu'en fait, ma grande réussite n'est pas ça. Ma grande réussite, c'est ce que je t'ai parlé tout à l'heure, ça m'a fait mûrir énormément. Donc, tu es seul. Alors après, en plus de ça, tu es le miel et les abeilles. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose que peu de gens ont fait, tu es une vitrine. Ça veut dire que tu as des gens qui vont te contacter qui ne l'auraient jamais fait pour toi, mais pour ce que tu représentes. Hmm. Donc, tu es le miel et les abeilles. Ça, c'est pas facile à gérer. Et ainsi de suite. Mais ça veut pas dire que ce moment-là aussi, aujourd'hui j'ai l'âge pour le comprendre, c'est-à-dire que quand même,
C'est pareil. Quand tu as compris que chaque personne a chaque profondeur, ça veut dire que c'est pas, ah, lui, il vient que parce que je suis numéro un mondial. C'est pas pour ça qu'il faut pas parler aux gens. Non. En fait, mon outil fait peut-être aussi du bien à ces gens-là. Donc moi, je reste très ouvert à tout le monde. Je parle à tout le monde et tout ça. Parce que s'il vient pas forcément pour moi, la personnalité que je suis, il vient pour ce que je représente, et ben c'est peut-être pour lui-même qu'il vient en fait quand il me parle à moi. Il me parle pas à moi, il parle pour lui-même. Donc parfois je vais prendre 30 secondes pour lui parler, lui donner tu vois, une photo, un conseil, un échange ou autre, parce qu'en fait je lui fais du bien. Et en fait en lui faisant du bien, je me fais du bien. Oui, Et au bien sûr. fond, je m'en fous qu'il cherche à me connaître. Et d'ailleurs, je ne cherche pas que tout le monde connaisse le vrai Thomas, parce que ce serait un temps fou et une perte. Et j'ai rien à prouver à tout le monde. Par contre, je cherche à être bon avec ma femme, mon enfant, et voilà. Hmm. Donc, effectivement, c'est très compliqué parce que t'as un raz-de-marée qui arrive. Et je pense que, là, je reviens sur le sujet, je pense que si tu sais te connaître avec cette position de solitude, tu arriveras peut-être à te protéger. Mais si tu n'as jamais vécu un peu seul, je pense que comme tu prends tout ce qui vient, ben, tu peux être vite débordé, hein. La première fois où j'étais champion du monde, j'ai jamais appris à être seul. Donc quand tout est venu, j'ai dit oui à tout. Et d'ailleurs, pourquoi je dirais non, quoi. C'est ça dans ma tête. Et ben Hmm. ça m'a fait perdre mon foyer. Parce que à ne pas savoir ce qui était seul et ce qui était vraiment mon foyer, du coup, je n'y voyais pas ce que ça pouvait impacter. Maintenant que je sais ce que c'est être seul ou avec mon foyer et de l'autre côté la lumière, maintenant je sais quoi peut impacter sur quoi. Et dans les deux sens. C'est-à-dire que la solitude, si je reste trop seul, je vais peut-être trop m'isoler et du coup plus aller vers ces défis où il faut oser y aller en avant, prendre le bateau et aller en mer. Mais à la fois, aujourd'hui, je sais que voilà, toutes les tempêtes que tu peux vivre en mer, ces adrénalines, ces émotions et autres, à un moment, il faut rentrer et apprécier la maison. Tu vas rentrer au port, tu rentres et tu es content et tu es heureux de retrouver ta femme et tes enfants au calme. Donc Hmm. voilà, moi, ma vie, elle est là. C'est-à-dire que j'ai à la fois besoin de défis. Et d'ailleurs, je vais souvent de défi, de défi en défi, de projet en projet. Et moi, c'est ce qui m'alimente dans ma vie. C'est-à-dire que même si je suis plus sportif, là, je vais le vivre avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, avec Carla Moussou, humainement, par exemple, là, je suis dans son camp d'entraînement, je l'apprécie. Les moments qu'on passe, je me tue au boulot parce que c'est un projet qui m'intéresse, son fight, sa victoire. Et à la fin, s'il gagne, je serai heureux. Et peut-être même plus qu'une victoire que j'ai eue pour moi-même. Parce que la victoire pour moi-même a été pour moi, en fait, moi, ma Hmm. profondeur. Mais là, c'est une réussite de partage. Donc, je vais me dire, je vais kiffer. Et en rentrant à la maison, aujourd'hui, je vais me dire, ok, mais je m'en fous de ce projet dans le sens où, là, je suis avec ma femme, mon enfant, c'est complètement différent. Voilà. Mais par contre, il est très important ce projet pour moi et je le ferai comprendre à ma femme, parce que comme il me rend heureux, j'ai un homme qui rentre à la maison en étant heureux pour vous, et du coup, je suis heureux de vous voir. Oui, ça Voilà. retentit sur la sphère familiale, ouais. Voilà, et les choses qui peuvent être un peu difficiles, c'est quand tu passes de l'un à l'autre, quoi. Quand je suis là, ben, je pense à ma femme et mon enfant, et quand je suis avec eux, parfois j'ai envie de dire, allez, je repars un peu sur un défi. C'est juste ça que parfois il faut arriver à être patient, tranquille, tu vois. Oui, être dans l'instant. On est sur du coup de l'atteinte d'objectifs, donc génial, numéro un mondial. Il y a une question qui m'intéresse, c'est comment se relancer et garder l'appétit pour le défi quand on a accompli quelque chose. Donc que ce soit une victoire à un Open ou arriver numéro un mondial, et en règle générale, comment on garde le feu d'entreprendre, justement, de se refixer des nouveaux objectifs et de faire mieux. Ben, de comprendre que la vie, c'est pas une ligne droite. C'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Parfois, quand tu as un bas ou que tu sais pas encore qu'est-ce qu'il faut relancer, ben, vis le moment en bas, quoi. Vis le moment, tu vois, ça va venir, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu as vécu quelqu'un de très haut, parfois c'est pas facile de dire quel est le prochain projet. Il va venir à toi en fait, tu vois. Je pense que c'est comme dans un couple d'amour, c'est-à-dire que est-ce que tu es tout le temps amoureux à 100%, tout le temps de la même manière? Et si même tu as quelque chose, est-ce qu'il faut abandonner le truc ou est-ce que tu vas laisser revenir, et tu vas trouver des outils pour retravailler la chose et tout? Je pense qu'il y a un élément qui est très important, c'est l'envie. Voilà. Pose-toi la question si tu as envie. Maintenant, accepte qu'il y a des moments où tu es plus motivé et d'autres non. Mais c'est pas parce que tu n'es pas motivé que tu n'as pas envie. Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux avoir un moment dans un couple quelque chose, ça manque un peu d'étincelle, mais j'aime cette femme, j'ai toujours envie d'être avec. Bon, mais qu'est-ce qui va faire que tu vas remettre un peu d'étincelle? Et c'est là où peut-être un outil qui pourrait être intéressant dans un couple, comme dans une carrière sportive, un voyage. Tu vois, moi, par exemple, il y a eu un moment où j'ai été étouffé
pour X raisons personnelles et professionnelles, et tout, ben, j'ai pris un avion, je suis allé dans un endroit où je suis jamais allé, je suis allé en Thaïlande. D'un coup, poum, 3 jours après, j'étais en Thaïlande. Hmm. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis arrivé là-bas, ah ouais, je connaissais pas du tout. En plus, j'étais pas du tout dans le cliché, tu sais, les Parisiens qui arrivent en Thaïlande qui connaissent. Moi, j'avais tout le temps États-Unis, Brésil, États-Unis, Brésil. Donc, de l'autre côté, c'est pas là où il y a vraiment le niveau dans mon sport connu pour et tout. Et je suis allé pour souffler parce que j'avais besoin de me dire, faut que je me ressource. Et je prends 3 jours après, je suis d'un coup comme ça, j'arrive en pleine nuit, bus, fil électrique qui tombe, je vois le côté Thaïlande un peu à l'arrache et tout. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et ben, c'est la plus grande surprise de ma vie. Je suis tombé complètement amoureux du côté, on va dire, asiatique, même si la Thaïlande ne reflète pas l'Asie. Mais alors, qu'est-ce que j'ai kiffé? Un scooter, du soleil, il y a quand même des gyms pour s'entraîner, la nature, les éléphants, un café, un truc. J'étais là et je me suis ressourcé. Peut-être c'est ce qui m'a relancé pour revivre les prochains projets qu'il y a eu après. Donc, les surprises de la vie, et je me suis dit, oh, à ce moment-là, je savais pas, mais avec du recul, je me dis, la vie m'a donné exactement ce qu'il fallait, tu vois. Donc à ce moment-là, je reviens sur la question, je savais pas ce que j'allais faire comme prochain défi. Je savais pas ce que j'allais faire. Et ben j'ai fait quelque chose. J'ai ouvert la porte, je suis parti à l'aventure. Et l'aventure, elle m'a dit, waouh, waouh, super, merci, cool. Hop, et c'est venu tout seul. Et là, j'ai retrouvé mon projet. J'ai me dit, ok, ben non, mais là, je repars sur ça. Et je suis rentré, je suis reparti sur un autre projet. Ouais, finalement, Parfois, c'est, faut se sortir la tête du seau, entre guillemets. On est sur son projet à fond, à fond, à fond. Il faut couper et ouais. ça nous rafraîchit les idées, quoi. Peut-être comme un écrivain, comme un chanteur, tu sais, qui veut écrire une chanson ou écrire un livre. À un moment, tu es tellement trop dedans. Bon, tu coupes, tu vas aller prendre un café avec des potes, tu vas sortir un week-end, tu coupes, tu reviens. Voilà, le gâteau, il a pris. Tu as laissé de l'oxygène, il est revenu. Et à un moment, voilà, peut-être un peu de recul. Et surtout, peut-être laisser la vie te remettre des ingrédients sur ton chemin, quoi. Oui, Tu faut vois, de faire pas. confiance à la surprise. Enfin, Et ouais. que voilà, des belles choses peuvent arriver aussi sans forcément les avoir provoquées, quoi. C'est ça, parce que on veut planifier toutes les choses, parce qu'on est très écolier, on structure tout ça, mais avoir la tête tout le temps dans les bouquins, est-ce que tu vas vraiment avoir tous les éléments là? Parfois, tu marches, tu fais des rencontres, elles te surprennent, même elles te changent une vie. Parfois, tu fais un voyage, tu rentres, tu as appris des choses, tu savais même pas que ça existait. Donc voilà, parfois quand je sais pas, ben, la petite voix ou le petit truc. Je sais pas pourquoi je suis allé là-bas. Je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi ça m'est venu d'aller là-bas. Je crois qu'au début, je me dis, bon, ben, j'ai pas trop d'argent, c'est le pays le moins cher. Bon, ben, là-bas, je peux passer 15 jours, un mois, pas trop cher. Et je crois que c'est un truc comme ça au début, tu vois. Et j'ai osé y aller sans forcément comprendre le pourquoi et tout, tu vois. Donc, j'y suis allé et ça a été, par exemple, une de mes grandes surprises. Comme quand j'étais en foyer, moi, j'ai passé quelques années en foyer. À partir de 25 ans, j'étais content parce que du coup, j'avais le RSA, quoi, le RMI ou le RSA, je sais plus ce que c'était à cette époque. Et le peu d'argent que j'avais, ben, je suis parti au Brésil. Alors que c'est pas le comportement que tout le monde va avoir. Normalement, à 25 ans, Non, quand pas tu as le vraiment, ouais. RMI, tu vas t'acheter un scooter ou je sais pas, tu vas économiser, tu vas prendre une voiture, tu vas t'acheter des chaussures, tu vas acheter des trucs, tu vas payer, je sais pas, tu vas aller en boîte, tu vas draguer une fille, tu vois. Eh ben non, moi je suis allé au Brésil. Et j'ai dit, voilà, j'ai senti, j'ai pris les clics et les claques. Autour de moi, j'ai entendu le mot Brésil là-bas. Je dis, allez, j'y vais, je me serre la ceinture. Je suis parti là-bas la première fois 3 mois avec l'argent, sachant que bon, il y a les aides qui allaient tomber. Je rentrais, j'étais à la découverte de la poste. J'ai exploité le découvert au maximum. Donc du coup, après les 2 mois de rentrant, c'était pour renflouer Mais c'est ce qui a fait que ça a fait mon chemin, que j'ai le plus gros palmarès peut-être européen en hockey aujourd'hui en grappling. Hmm. Et là-bas, j'ai fait ma rencontre, la plus belle rencontre de ma vie sportive. Et même aujourd'hui, je me rends compte que mon maître qui est décédé l'année dernière, Roberto Letang, je me rends compte qu'en plus, il m'a donné de la matière en tant qu'humain pour toute ma vie. Il m'a donné une richesse euh, énorme. C'est-à-dire que Oui, la et tout prochaine ça fois par où j'irai au hasard Brésil, ouais, finalement. ouais, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est le chemin de la vie? Je sais pas, mais voilà, et je pense qu'il y a un truc qu'il faut, c'est partir vers l'avant, quoi, partir à l'aventure. Je pense que quand même, on est un peu des aventuriers quand même. Bah, écoutez, merci beaucoup. Franchement, super échange. Je vais vous laisser le mot de la fin, peut-être pour parler de vos actualités ou si vous voulez promouvoir quelque chose. C'est à vous. Ben voilà, pour ceux qui veulent découvrir la manière dont j'enseigne, j'ai un site internet qui s'appelle strongpeople.tv.
Donc là, j'ai un peu tout mon enseignement qui a été construit par mon grand maître Robert Teleton. Donc voilà, StrongPeople.tv, il y a de la lutte avec Maxime François, il y a du sol avec moi-même, et on montre vraiment tout notre travail technique, concept, notre pédagogie. Ensuite, en actualité, aujourd'hui, je suis dans le camp d'entraînement de Karl Amoussou qui combattra le 25 juin au Ares en main event contre Abdul. C'est un très gros combat à suivre. Voilà, et après, pour ceux qui écoutent ce podcast, je tourne pas mal en stage, donc vous êtes les bienvenus. C'est des stages de tout niveau. Et voilà, peut-être la rencontre sur le tatami. Génial, merci beaucoup Thomas. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et quant à vous les découvreurs, restez curieux et libres et à très bientôt.